tout a basculé, non pas lentement, non pas progressivement, non pas comme les historiens reconstituent les choses après coup. Cela s'est produit vite, cela s'est produit sous les yeux de tous, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ceux qui étaient censés le voir venir ne l'ont pas vu. Il y a 1 minute, la nouvelle est tombée. Des avions militaires russes ont pénétré dans un espace aérien que l'Occident supposait silencieusement relever de sa sphère de contrôle. Et comme cela, en un instant, un conflit que Washington gérait à distance confortable est devenu quelque chose d'entièrement différent. J'observe la géopolitique depuis plus de 4 décennies. J'ai vu des empires dépasser leurs limites. J'ai vu des alliances se fissurer. J'ai vu des moments qui semblaient n'être que du bruit se révéler être le signal le plus fort d'une génération. Ce que j'observe en ce moment même, alors que je suis ici et que j'essaie de comprendre ce qui vient de se produire, est l'un de ces moments. Je pense que vous méritez un compte-rendu clair, honnête et solidement ancré de ce que cela signifie. Laissez-moi vous ramener à environ 72 heures en arrière, parce qu'en géopolitique, rien n'arrive sans piste d'élan, et cet événement précis en avait une qui aurait dû être visible pour quiconque regardait. Les commandants militaires russes avaient effectué des mouvements discrets, rien de spectaculaire, rien qui aurait fait la une des journaux occidentaux. Un repositionnement ici, une mise à jour logistique là, des appareils qui étaient censés être stationnés à un endroit apparaissant à un autre. Le Kremlin n'a rien dit officiellement. Vladimir Poutine n'a prononcé aucun discours. Il n'y a eu aucune conférence de presse, aucune annonce dramatique. Ce silence, je veux que vous le compreniez, était en lui-même le message. Quand la Russie veut vous dire quelque chose ouvertement, elle parle. Quand la Russie veut faire quelque chose qui change les faits sur le terrain, elle se tait d'abord. Et pendant 72 heures, le silence a été très très lourd. Le conflit dans la région avait déjà, à ce moment-là, entraîné un coût humain énorme. Les chiffres confirmés par des organisations indépendantes de surveillance n'étaient ni de petits nombres, ni des statistiques abstraites. Des milliers de personnes avaient été déplacées. Des infrastructures qui avaient pris des décennies à construire avaient été réduites en ruine en quelques jours. Et pourtant, la machinerie diplomatique de l'Occident continuait d'avancer au rythme auquel elle avance toujours, c'est-à-dire au rythme des comités, des déclarations et des expressions de profonde préoccupation. J'ai observé ce schéma pendant toute ma vie professionnelle. Je comprends pourquoi les institutions fonctionnent lentement. La délibération lente peut empêcher des erreurs catastrophiques. Mais il arrive un moment où la lenteur cesse d'être de la prudence et devient de l'abdication. Et ce moment était déjà passé depuis des semaines avant que les avions russes n'entrent dans ce tableau. L'instrument d'urgence préféré de Washington semble encore être la déclaration solennelle, moins chère qu'une stratégie, plus sûre que la prise de décision, et presque aussi utile qu'un parapluie en carton dans une tempête. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement ce qui s'est passé. À environ 2h47 du matin, heure locale, un mardi, des avions militaires russes ont décollé d'une base située dans la région méridionale du pays. C'étaient pas des avions cargo transportant des générateurs et de la nourriture, même si la Russie l'a aussi fait dans d'autres théâtres de cette crise plus large. C'étaient des avions de combat, rapides, armés, et porteur d'un message très délibéré qui n'avait pas besoin d'être prononcé à voix haute. En moins d'1 heure, ils avaient parcouru une distance que les analystes occidentaux avaient supposée être une zone tampon naturelle, une sorte de ligne invisible que Moscou ne franchirait pas parce que la franchir coûterait trop cher. Cette hypothèse était fausse. Les avions ont franchi la ligne et pendant un instant, selon ce que m'ont dit des sources qui surveillent ces fréquences, les canaux de communication entre certains centres occidentaux de coordination militaire sont devenus très brièvement, très inhabituellement silencieux. Pause. Ce silence a duré moins de 3 minutes. Mais en géopolitique, 3 minutes de silence à 2h47 du matin peuvent porter le poids de toute une époque politique. La réaction immédiate sur le terrain a été décrite par des témoins en des termes que j'ai trouvés frappants. Ce n'était pas exactement le chaos, mais plutôt cette forme très particulière d'immobilité qui tombe sur une pièce lorsque tout le monde comprend simultanément que les règles du jeu viennent de changer et que personne n'a encore reçu les nouvelles règles. Des militaires qui opéraient selon un ensemble d'hypothèses se sont soudain retrouvés à fonctionner selon un autre.
Et le décalage entre ces deux réalités et l'endroit où les accidents se produisent, où les erreurs de calcul naissent, et où les historiens de demain regarderont lorsqu'ils tenteront d'expliquer comment un événement aussi important a pu se dérouler sans qu'un seul grand dirigeant occidental semble l'avoir anticipé. Pendant que tout cela se passait dans les airs, autre chose se passait au sol. Et c'est cette partie qui, à mon avis, mérite autant d'attention que les avions eux-mêmes. Des câbles diplomatiques russes, dont certaines portions ont été partagées avec 2 médias européens que je considère fiables, indiquaient que Moscou avait déjà été en communication avec au moins 3 gouvernements régionaux au cours des 48 heures précédentes. C'était pas des communications menaçantes, c'était des communications informatives. La Russie ne lançait pas d'ultimatum, elle informait. Elle disait, en substance, voici ce que nous sommes sur le point de faire, voici pourquoi, et voici ce que nous pensons qu'il se passera ensuite. Ce type de communication n'est pas le comportement d'un gouvernement qui agit impulsivement, c'est de la coordination. C'est un gouvernement qui a réfléchi à cela, préparé son terrain diplomatique, puis agi avec la confiance qui vient du fait de savoir qu'il a déjà accompli le travail qui précède le travail. Pendant que les avions étaient dans les airs, ces gouvernements régionaux traitaient une réalité que Washington n'avait pas encore reconnue publiquement. Et pendant que Washington composait encore sa réponse, la réalité militaire sur le terrain avait déjà dépassé le point où une réponse quelconque aurait pu annuler ce qui avait été fait. Je veux maintenant consacrer un peu de temps au côté américain de cette équation parce que je pense que c'est essentiel et parce que je pense que cela a été géré d'une manière que je trouve véritablement troublante. Les États-Unis ont maintenu dans cette région une posture construite sur un ensemble d'hypothèses qui, selon moi, n'ont pas été sérieusement réexaminées depuis très longtemps. L'hypothèse selon laquelle la domination aérienne américaine dans la région est si complète qu'aucune puissance rivale ne la défierait directement. L'hypothèse selon laquelle la Russie, étirée par ses engagements ailleurs et confrontée à la pression économique de sanctions prolongées, n'a tout simplement pas la capacité opérationnelle d'ouvrir un nouveau front de compétition stratégique, et l'hypothèse peut être la plus dangereuse selon laquelle l'architecture diplomatique américaine actuelle dans la région est assez fonctionnelle pour répondre à une crise rapide avec la vitesse et la cohérence qu'exigent les crises rapides. Chacune de ces hypothèses vient d'être testée et les résultats du test ne sont pas flatteurs. Le responsable du Conseil de sécurité nationale, qui a parlé aux journalistes sous couvert d'anonymat dans les heures suivant le franchissement de la ligne par les avions, a décrit la situation comme étant, et je paraphrase ici parce que je travaille à partir de comptes rendus indirects de ces conversations, quelque chose qui exigeait une surveillance attentive. Une surveillance attentive. Je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir que la surveillance attentive est ce que l'on dit quand on ne sait pas encore quoi dire. C'est l'équivalent diplomatique de gagner du temps, et gagner du temps n'est utile que si l'on a un plan pour ce que l'on va faire avec le temps que l'on a gagné. À l'heure où je fais cette analyse, je ne suis pas convaincu que ce plan existe sous la forme où il devrait exister. La surveillance attentive est aussi le genre de formule qui sonne assez importante pour une salle de presse, tout en étant assez vide pour survivre à toutes les administrations, surtout une où Donald Trump pourrait transformer l'incertitude en segment télévisé avant même que quelqu'un ait retrouvé la carte. Maintenant, je veux me tourner vers une figure dont le rôle dans tout cela me semble à la fois fascinant et profondément problématique. Il existe dans la structure actuelle de la politique étrangère américaine, un haut responsable dont le parcours et les liens avec les différentes parties de ce conflit régional représentent, à mon avis, un conflit d'intérêts si fondamental qu'il compromet la cohérence de la stratégie américaine précisément au moment où une stratégie cohérente est le plus nécessaire. Je ne nommerai pas cette personne parce que je crois que le schéma que je décris dépasse largement un seul individu. Ce que je dirais, c'est ceci, il existe une catégorie de diplomates, et ce type apparaît à chaque époque, qui arrive à la table des négociations avec une histoire personnelle si lourde, avec l'une des parties que le concept même d'équilibre devient théorique plutôt que pratique. J'ai déjà vu cela auparavant, et ce que cela produit à chaque fois, c'est une situation où le pays que ce diplomate représente finit par être dépassé par un rival, qui n'a pas ce genre de complications, un rival
qui peut agir avec la clarté et la rapidité qui viennent du fait de ne pas être pris entre des loyautés concurrentes. Aujourd'hui, ce rival, c'est la Russie, et elle agit exactement avec cette clarté. Suivez bien la logique ici, parce que je pense qu'elle mérite d'être suivie attentivement. Le mouvement de la Russie avec ses avions n'était pas principalement un calcul militaire, même si c'était aussi cela. C'était principalement une démonstration destinée non pas aux adversaires locaux dans la région, mais à tous les gouvernements du monde qui tentent de lire l'équilibre actuel des pouvoirs et de prendre leurs décisions en conséquence. Le message que la Russie envoie est simple, et il est fort. Nous sommes ici, nous sommes capables, nous sommes prêts à agir quand les autres ne le sont pas. Et les pays du monde, en particulier ceux qui étaient assis entre deux chaises dans ce conflit, attendant de voir dans quelle direction le vent soufflerait avant de s'engager, ont reçu ce message. J'ai déjà parlé de l'importance de la crédibilité dans les affaires internationales, de la manière dont la réputation d'une nation à respecter ses engagements façonne le comportement de toutes les autres nations du système. À cette mesure, ce que la Russie a fait avec ses avions ce matin a constitué un dépôt très important dans un compte qui grossissait depuis un certain temps. Le basculement de pouvoir que cela représente n'est pas petit, et je veux être honnête quant à son ampleur. Il y a 6 mois, une conversation sur des avions militaires russes opérant dans cet espace aérien précis aurait été traitée, dans la plupart des cercles sérieux de politique étrangère occidentale, comme quelque chose d'essentiellement hypothétique. L'hypothèse était que l'architecture diplomatique et militaire que les États-Unis avaient construite dans la région, les partenariats, les accords de base, les dispositifs de partage du renseignement et les garanties implicites avaient créé une sorte de champ de force qui rendait un tel scénario pratiquement impossible. Ce champ de force vient de se révéler comporter des failles importantes, et révéler des failles dans ce qui était censé être une architecture sans couture n'est pas, en termes géopolitiques, un événement mineur. C'est le genre d'événement dont on discute dans les ministères de la Défense et des Affaires étrangères du monde entier pendant des années. C'est le genre d'événement qui modifie les décisions d'acquisition, les calculs d'alliance et les conversations privées qui se tiennent entre chefs d'État quand les caméras sont éteintes. Il existe aussi une dimension juridique et constitutionnelle à ce qui s'est passé, et je pense qu'elle mérite d'être mentionnée, même si c'est celle qui reçoit le moins d'attention dans la couverture immédiate et haletante d'événements comme celui-ci. Le cadre des accords et des compréhensions internationales qui étaient censés régir l'activité militaire dans des régions comme celle-ci subit maintenant une nouvelle forme de pression. Quand une grande puissance démontre qu'elle est prête à agir en dehors des limites que ce cadre était supposé faire respecter, la question que toutes les autres puissances commencent immédiatement à se poser n'est pas de savoir comment condamner cette action. La question est de savoir ce que cela signifie pour leur propre liberté de mouvement. Cette question est posée dans les capitales du monde entier en ce moment même, et les réponses auxquelles les gouvernements arriveront au cours des prochaines semaines façonneront l'architecture de l'ordre international d'une manière qui survivra à cette crise précise pendant des décennies. Laissez-moi aussi parler de la dimension économique, parce que la géopolitique et l'économie ne sont jamais aussi séparées que notre manière d'en parler le laisse croire. Dans les heures qui ont suivi le franchissement de la ligne par les avions, alors que la nouvelle commençait à circuler dans les réseaux de renseignement, puis finalement dans les marchés financiers, il y a eu une réaction mesurable. Les marchés de l'énergie ont bougé. Plus précisément, ils ont bougé dans une direction qui reflétait un recalibrage du risque dans une région située au sommet de certaines des infrastructures énergétiques les plus importantes de la planète. Les analystes qui couvrent ces marchés pour gagner leur vie ne se soucient pas de l'idéologie. Ils ne se soucient pas de savoir quel camp a le meilleur argument ou le griffe le plus légitime. Ils se soucient de la stabilité. Et ce que les avions ont dit à ces marchés, très clairement et très fortement, c'est que la stabilité de l'ordre régional est moins certaine qu'elle ne l'était il y a 24 heures. Ce type d'incertitude a un prix, il est toujours payé par les gens ordinaires, sous forme de coûts énergétiques plus élevés, de crédits plus serrés et d'une lente accumulation de frictions économiques qui ne font jamais les manchettes, mais qui rendent toujours la vie plus difficile pour les personnes les plus éloignées des centres du pouvoir.
Bien sûr, quand les gens ordinaires paient la facture, les stratèges appellent cela un ajustement du marché. Quand les politiciens la paient soudain, cela devient une urgence nationale avec des drapeaux derrière le podium. Voici ce qui, selon moi, mérite le plus que l'on s'y arrête, et je le dis en tant que personne qui n'a jamais admiré Vladimir Poutine et qui a constamment critiqué l'agression russe dans d'autres théâtres de conflit. La Russie n'a pas réussi dans ce moment parce qu'elle est plus forte que les États-Unis. La Russie a réussi dans ce moment parce qu'elle a agi pendant que les autres délibéraient, parce qu'elle s'est préparée pendant que les autres supposaient, parce qu'elle a avancé avec une clarté d'objectif pendant que ses rivaux naviguaient dans la paralysie d'un appareil de politique étrangère qui tente de servir trop d'intérêts concurrents à la fois. J'écris depuis longtemps sur la différence entre la puissance et la volonté. Ce ne sont pas les mêmes choses. Une nation peut posséder une puissance énorme et ne pas avoir la volonté de l'utiliser efficacement. Une nation peut avoir des ressources plus limitées et une qualité de volonté qui compense largement. Ce que nous regardons aujourd'hui est une démonstration de volonté, et le pays qui l'a démontré n'est pas celui que j'aurais choisi. Mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à nommer ce que je vois. Où cela nous laisse-t-il maintenant ? C'est la question à laquelle je reviens sans cesse, et je ne pense pas qu'il existe de réponse confortable. Les États-Unis observent un rival opérer avec liberté et confiance dans un espace où l'influence américaine était censée être dominante. Les alliés régionaux, qui dépendent des garanties de sécurité américaines, regardent les événements de ce matin et se posent discrètement des questions qu'ils ne se posaient pas la semaine dernière. Les gouvernements qui étaient neutres recalibrent leur position et les conséquences politiques intérieures aux États-Unis eux-mêmes, lorsque tout cela sera pleinement enregistré par le public, ajouteront une autre couche de pression à un système déjà sous pression. Je veux aussi dire quelque chose au sujet du silence de certains acteurs que je trouve révélateur. Les États du Golfe, qui disposent de ressources et d'actifs militaires d'une ampleur considérable, n'ont pas bougé pour contrer ce que la Russie a fait, ni même pour le protester bruyamment. L'Europe, qui se présente comme profondément investie dans l'ordre international fondé sur des règles, a publié le genre de déclaration prudente et mesurée qui dit très peu tout en donnant l'impression de dire quelque chose. Les pays qui étaient les plus bruyants dans leur engagement théorique envers les principes que le mouvement russe a contestés ont été dans la pratique les plus silencieux face à ce défi. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence, je pense que cela reflète un calcul. Le calcul est que, en ce moment, compte tenu de l'état actuel de la cohérence politique et de la clarté stratégique américaine, miser lourdement sur l'architecture américaine est une proposition plus risquée qu'auparavant. Et quand des gouvernements sérieux commencent à faire ce calcul, même en privé, même silencieusement, l'architecture commence à s'affaiblir d'une manière qu'aucune action spectaculaire isolée ne peut réparer. Il existe un talent très particulier aux États-Unis pour rappeler chaque fissure dans le mur temporaire, jusqu'au moment où le mur dépose lui-même sa demande de retraite. Trump n'a fait que transformer cette habitude en marque de commerce, des lettres dorées sur une structure en train de s'effondrer. Laissez-moi maintenant revenir à l'endroit où nous en sommes ce soir. La Russie ne se retire pas, les avions ne retournent pas à leur base avec un message de retenue, le mouvement a été effectué. Les faits sur le terrain ont changé et la question à laquelle chaque gouvernement de la planète répond maintenant, qu'ils le disent publiquement ou non, est de savoir ce que cela signifie pour l'ordre qui a guidé ces calculs de sécurité au cours des 30 dernières années. Vladimir Poutine n'est pas une figure que j'admire. Ce n'est pas un dirigeant dont je partage les valeurs ou dont je défendrai les méthodes. Sa conduite en Ukraine représente une agression que j'ai condamné et que je continue de condamner sans réserve. Mais je ne suis pas là pour vous raconter seulement les parties d'une histoire qui sont confortables. La partie inconfortable de cette histoire, c'est que la Russie a identifié une faille, s'y est préparée, et l'a traversée avec une rapidité et une décision que l'architecture opposée n'a pas été capable d'égaler. C'est un fait, et il demeure, peu importe ce que je pense de l'homme qui en a donné l'ordre. Ce qui se passera ensuite dépendra de la capacité de l'establishment américain de politique étrangère à pratiquer le type d'auto-évaluation honnête qui exige une véritable correction de trajectoire.
Pas le genre de réassurance distribuée lors des points de presse, pas le genre de mots forts qui remplissent l'espace entre maintenant et le moment où une vraie décision devra être prise. Le véritable travail consiste à demander pourquoi des hypothèses censées être fiables se sont révélées ne pas l'être. Qui est responsable du maintien de ces hypothèses sans les soumettre à des tests de résistance? Et à quoi ressemble une réponse stratégique cohérente maintenant que le paysage a changé? Ce travail est difficile. Il exige d'admettre des choses inconfortables à admettre. Et d'après mon expérience, les institutions les plus capables de le faire sont celles qui survivent sur le long terme. Celles qui n'en sont pas capables sont celles qui regardent plus tard des moments comme celui-ci et se demandent comment elles n'ont pas pu les voir venir. Les fondateurs de cette République, et j'y reviens souvent parce que je crois qu'ils comprenaient des choses sur le pouvoir et ses limites que nous ferions bien de nous rappeler, n'étaient pas naïfs au sujet de la rivalité entre les nations. George Washington et John Adams comprenaient tous les deux que la survie d'une république dépend non seulement de la force de ses armées ou de la taille de son économie, mais aussi de la qualité de son jugement et de l'honnêteté de son auto-évaluation. Une république qui se raconte des histoires rassurantes sur sa propre domination, qui confond l'inertie institutionnelle avec la sagesse stratégique, qui récompense les gestionnaires du déclin plutôt que les architectes du renouvellement, ne perd pas sa position dans une seule défaite spectaculaire. Elle la perd dans une longue série de moments exactement comme celui-ci, chacun d'eux ayant pu être un tournant vers une prise de conscience honnête et devenant plutôt l'occasion d'une autre déclaration de préoccupation. Une déclaration de préoccupation est utile, bien sûr, à condition que l'ennemi soit allergique aux adjectifs. Malheureusement, l'histoire n'a jamais eu la gentillesse de s'organiser autour du vocabulaire des bureaux de presse. J'ai passé ma carrière à soutenir que le modèle démocratique occidental, dans ce qu'il a de meilleur, représente quelque chose qui mérite véritablement d'être défendu. Je le crois encore. Mais je crois aussi que ce modèle ne mérite d'être défendu que si les gens qui vivent à l'intérieur de ce modèle sont prêts à le tenir à la hauteur de ses propres standards. Et le standard qui compte le plus en ce moment n'est pas de savoir si nous pouvons expliquer ce qui s'est passé ce matin avec les avions pour le rendre moins grave. Il est de savoir si nous pouvons le regarder clairement et nous demander ce qu'il exige de nous. C'est ce que j'ai essayé de faire ici aujourd'hui. Je ne sais pas comment cela se termine, personne ne le sait, mais je sais que les personnes qui traversent bien des moments comme celui-ci sont celles qui les voient pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'elles auraient souhaité qu'ils soient. Je vous demande de faire la même chose.